Toujours la recherche d'une diversité de sujets pour ne pas lasser le lecteur. Et cette année, quelques points forts, notamment un dossier thématique sur les relations entre les Romanov et les Grimaldi dans le cadre de l'année de la Russie. C'est en quelque sorte le catalogue de l'exposition qui s'est tenue ici dans la bibliothèque du Palais et dans les grands appartements l'été dernier. Et puis également un article, une étude qui a beaucoup retenu l'attention et qui était très attendue, c'est la publication de la correspondance de Marcel Proust au prince Pierre de Monaco, le grand-père donc du souverain. Et ça a valu donc aux Annales monégasques de faire la une d'un grand quotidien national français, Le Figaro pour ne pas le nommer, ce qui est donc assez rare et notable, puisque cette correspondance, ces lettres de Proust, étaient connues, on savait qu'elles existaient, mais il y avait un certain mystère qui planait autour de leur contenu, et en particulier l'une d'entre elles, de la vie même des Proustiens, des spécialistes de l'œuvre de Proust, l'une d'entre elles figure parmi les 10 plus belles lettres de Proust au monde. Donc c'est un des trésors des archives du Palais. Vous avez écrit dans ces Annales monégasques Les pavillons de Monaco aux expositions universelles. Qu'est-ce que vous traitez exactement ? Eh bien, d'abord, leur architecture, le contenu, la réaction des visiteurs et, de façon plus générale, comment cette histoire des pavillons et des expositions universelles peuvent constituer un reflet de l'histoire économique, artistique, scientifique et autres de la principauté. La première exposition universelle à laquelle Monaco a participé se situe en 1873. Donc c'est quelques années seulement après que le prince Charles III ait créé Monte-Carlo, que la Société des bains de mer prend son essor sous la houlette de François et de Marie Blanc, et que la principauté change du tout d'un simple territoire un peu cultivé en un des sites privilégiés du tourisme de luxe sur la Côte d'Azur. Et d'une façon plus générale, depuis une vingtaine d'années, les historiens français ou étrangers accordent de plus en plus d'importance aux expositions universelles parce que ce que je vous ai dit à propos de Monaco se vérifie pour la plupart des pays à travers le monde, parce que les expositions n'ont pas été exclusivement européennes. Elles avaient démarré en Angleterre puis en France, mais assez vite, l'Amérique intervient, l'Australie également. Donc, on voit, c'est vraiment un reflet, un miroir de l'évolution générale des nations. Autre sujet, il est difficile de ne pas évoquer le prince Albert Ier de façon régulière, étant donné que c'est une des figures de proue de la dynastie, et nous l'évoquons cette année, outre les expositions universelles, par un article sur ses rapports, sur son amitié avec le compositeur Jules Massenet, qui a composé, notamment pour lui, pour les fêtes d'inauguration du musée océanographique. On connaît le buste de Massenet qui est à l'entrée de l'Opéra de Monte-Carlo, et donc il était intéressant, là aussi étudié par un musicologue, un spécialiste de l'œuvre de Massenet, d'avoir donc une approche sur leurs liens amicaux. Donc un numéro varié qui, avec la rubrique Documents de l'année, revient sur le tricentenaire du mariage entre les Matignon et les Grimaldi en 1715, que l'on a titré D'un roi à l'autre, puisque cette alliance entre les Matignon et les Grimaldi s'est faite à la fin du règne de Louis XIV, en fait le tricentenaire de sa mort en 2015, et au tout début du règne de Louis XV, puisque le contrat de mariage est sans doute un des premiers actes signés par le tout jeune roi Louis XV.